Rien n'est joué. Rien n'est joué. Madeleine Caboche. Avec Lydia Gabor à mes côtés ce matin pour animer l'émission. Bonjour Lydia. Bonjour Madeleine. Et puis notre invité, bonjour mon invité. Bonjour. Mon invité c'est Luis Anza. Luis Anza, peintre, écrivain. Ce matin à Lausanne, puisqu'il y aura une conférence que vous allez donner, Luis Anza, à Genève ce soir à 20h30. On dira tout ça dans un petit moment. Ce qu'on a envie de préciser pour les auditeurs à qui ce nom de Luis Anza ne dirait rien, il en existe, c'est que vous avez écrit notamment un livre qui est une espèce de best-seller autour du monde chaman qui s'appelle Le secret de l'aigle chez Albin Michel avec Henri Gougaud. Un livre qui est réédité en poche cette année d'ailleurs, Luis Anza. Hein, oui. Qu'est-ce qu'on dit d'autre de vous pour les gens qui ne vous connaissent pas? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous? Que vous êtes un chaman? Non, pas du tout. Je suis au-delà de ça. Un peu plus. Qu'est-ce que c'est un peu plus Un peu plus, ça veut dire ne pas être qualifiable. Chaman, c'est un mot populaire en Europe. C'est une erreur, c'est quelqu'un qui a prononcé ces mots dans la Sibérie. Ça veut dire prêtre. Et les chamans, il y a plusieurs catégories. Il y a guérisseur, sorcière, voyeur, voyante. Il y a magnétiseur, homme médecine. C'est une espèce d'énorme confusion. Et au-delà de ça, bien au-delà, c'est comme si vous parlez du prêtre qui fait une messe et du gnostisme de Jésus, il y a le monde du Nahual. Alors, qu'est-ce que c'est ce monde du Nahual? Parce que je croyais que Nahual, c'était un autre mot pour dire chaman. Non. Le Nahual, c'est ce qu'on peut dire pour approcher, ce sont des approximations que je vous donne, c'est les maîtres de ceux qui vont être des apprentis chamans. Mais ensuite, il y a le chamanisme populaire, le chamanisme un peu plus délicat, le chamanisme féminin qui est beaucoup plus supérieur au chamanisme masculin. Vous pouvez le redire une deuxième fois, ça, parce que faut le redire une deuxième fois, ça, que les chamans au féminin, il est au-dessous du chamanisme masculin, mais très au-dessous. Et pourquoi? Et ça sont des choses qu'on ignore en Europe. Pourquoi? Parce qu'il était l'origine du chamanisme, la femme, pas l'homme. Comment est-ce qu'elle a été à l'origine du chamanisme? Et au Japon, au XVIe, XVe et XIVe siècle, dans le monde des grandes, avant Confucius, dans l'époque de Lao Tse, Zhuang Tzu, c'est-à-dire avant toute la philosophie du bouddhisme, il avait les chamans, les kwon, qui s'appelaient, c'était des prêtres, c'était des femmes, où les hommes, en général, allaient comme l'oracle, à apprendre. Et entre-temps, à apprendre à piger aussi. L'homme aime bien ça, apprendre. Alors, Luis Anza, il y a un autre livre, il y en a beaucoup de livres que vous avez écrits, mais j'ai aussi celui-là sous les yeux, la nuit des chamans, où vous racontez tout un voyage du côté du Mexique avec plusieurs individus, un prêtre d'ailleurs, oui, un journaliste, un prêtre franciscain. Ce que j'avais envie, pour que nos auditeurs comprennent bien qui vous êtes argentin d'origine, vous vivez un certain temps en Amérique du Sud, vous arrivez à Paris, et puis vous refaites ce voyage, la nuit des chamans. Je voudrais qu'on comprenne comment vous avez été en lien avec cette culture amérindienne des civilisations disparues finalement. Parce que, oui, absolument. Absolument. Qu'est-ce que c'était le premier pas? Vous savez, je crois que j'étais guidé par la mort de ma mère. Qui était une indienne. Pas ma mort, la mort de ma mère. Qui était indienne. Hein? Indienne. J'avais 12 ans, 13 ans, et à la disparition de ma mère, pour moi, le monde était fini. Il fallait que je trouve un autre monde. Pour continuer à vivre, il me manquait un autre monde. C'était prédestiné, c'était pas que je n'étais pas ni génial, ni Mozart. J'étais un enfant comme tous les enfants, stupide et inquiet. Et, pensant que j'allais trouver ma mère quelque part, intuitivement, je suis allé aux Andes. Au lac Titicaca, à 18 km, 4400 mètres de hauteur, au niveau de la mer, et j'ai rencontré j'étais rencontré, prise par un homme à Tiahuanaco, le Chura. Un homme qui c'était
les premiers vestiges de ce que plus tard j'allais rencontrer, c'était la mémoire minérale. J'ai rencontré un homme minéral. Je ne savais rien. Quand je suis allé à Tijuana, j'avais 18 ans, 4 ou 6 années après la mort de ma mère. Et quand je me suis rencontré avec cet homme avait la parole sèche, il avait un silence habité. C'était un homme Pierre. Et il me dit, je vais te faire des cadeaux, je vais t'apprendre à vivre dans les ténèbres. Comme j'avais 18 ans, je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Et en plus, je n'avais rien à se prendre parce qu'à Tijuana, il n'y a rien, que la hauteur et le silence. C'est à combien de mètres d'altitude dans les Andes? 4400 mètres, ouais. C'est très froid, il n'y a pas de neige, il a la glace sur les terrains. Si tu vis très dur, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien, c'est les Indiens, Aymara. Et alors cet Indien, j'ai dit, je parle espagnol un tout petit peu, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis le gardien des ruines. Des ruines précolombiennes. Oui, des ruines de Tijuana, que ça date avant Jésus-Christ. Bref. Et quand j'ai vu les ruines, j'ai dit, mais qui va voler les ruines? Ils pèsent 10, 15, 30 tonnes chaque pierre. C'est la porte du soleil, Calasasaya, Pumapunco, le temple de la lune. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous gardez? Je garde les esprits. Alors ça commence à m'intéresser. J'ai dit... Vous vous souvenez, Luis Anza, justement, vous disiez, je cherchais à retrouver ma mère qui était morte. Vous vous souviez quel type de questions le jeune homme que vous étiez alors se posait? J'ai pensé que je n'accepte pas la mort. Je n'accepte pas la souffrance. Je n'accepte pas la séparation. Je ne connaissais rien de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, mais je ne comprenais pas la séparation. Pour moi, tout était une notion de... La vision n'était pas correcte. Les sens nous mentaient. Donc, je ne pouvais pas supporter d'avoir été séparé de ma mère. Donc, la première question que j'ai posée au Shura, toi qui connais les esprits, tout ça, j'ai raconté un tout petit peu mon histoire de la mère. Il me dit, bon, d'accord, je vais t'enseigner à la nourrir. À la Nourrir. L'alimenter. Nourrir. J'ai dit, pardon. Pourquoi? Parce qu'elle t'a alimenté. Il t'a fait venir au monde. Maintenant, c'est toi à l'alimenter pour qu'il puisse rentrer, elle, dans un autre monde. Vous comprenez, pour moi, un garçon de 18 ans, complètement ignorant de ça, j'ai accepté tout. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? La mémoire. Cultive la mémoire. Laquelle? La mémoire mère. Le tout proche amour. On va prendre le temps de développer toutes ces idées. Luis Anza, vous êtes notre invité ce matin avec ces livres que je recite, même s'ils ne sont pas les derniers, La nuit des chamans, Le secret de l'aigle, et puis dire, au cas où nous ne ferions qu'évoquer quelques aspects de ce que vous avez à nous dire, que vous serez en conférence à Genève ce soir, 14 novembre à 20h30, à la salle Franck Martin, au collège Calvin. Et je vous propose d'écouter, avant que nous retrouvions au micro de Lydia Henry Gougaud, qui vous présente autrement, enfin qui trace votre portrait, je vous propose d'écouter une première chanson. C'est Rien n'est joué avec Luis Anza. Aire de milonga, con sabor compadre, ritmo del ayer, tiene una vuelta de tuerca, con un corte fiero y una misma ley. Viene taconeando fuerte, mostrando el candón que la vio nacer. Viene sin pedir permiso que le abran cancha y ahora vas a ver.
darnos el gusto de bailar canyengue casi sin querer. Vamos con corte y quebrada, con un porte antiguo, lo que hay que tener. Viene taconeando fuerte, mostrando el candón que la vio nacer. Viene sin pedir permiso que le abran cancha y una vas a ver. Viene taconeando fuerte, mostrando el candombe que la vio nacer. Si je redis à nos auditeurs que vous êtes là, Luis Anza, je ne sais toujours pas comment je vous présente. Si je dis écrivain, peintre, au-dessus des chamans, comment est-ce que je peux encore utiliser un autre terme ou est-ce que je ne cherche plus? Un amoureux. Entre autres de la vie. Un amoureux de la vie. Oui, passionné de la vie. Vous avez rencontré Lydia Henry Gougaud qui est souvent sur votre trajectoire, Luis Anza. Henry Gougaud qui va parler un peu plus de vous. D'ailleurs, Henry Gougaud qui a signé il y a peut-être 15 ans, un peu plus, les 7 plumes de l'aigle que j'avais découvert à cette époque un peu par hasard. Henry Gougaud qui est conteur, enfin qu'on connaît bien, et qui va nous parler de sa rencontre avec Luis Anza, qui paraît-il a bouleversé sa vie. Moi, j'aime pas ce mot chaman parce que, voyez-vous, on commence à le mettre à toutes les sauces maintenant, ça devient n'importe quoi. Et je crois que sur la cordillère des Andes, on disait un homme de connaissance, on disait un bénéfacteur, un bienfaiteur. Moi, c'est comme ça que je qualifierais Luis. C'est un bénéfacteur, c'est un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui a vécu des choses, qui a eu des expériences, et qui ne la garde pas pour lui. Tout ce qu'il a fait, appris, vécu et qui lui semble utile aux autres, il essaie de le transmettre. Est-ce qu'il vous a enseigné quelque chose, à vous personnellement? Au départ, quand je l'ai un peu mieux connu, je me suis aperçu qu'il savait faire des choses, qu'il avait un regard plus aiguisé que les autres, il avait des choses comme ça. Et je lui ai dit un jour, est-ce que vous pouvez m'apprendre ces techniques-là? Parce qu'il en parlait en termes de technique. Je lui ai demandé 4 ou 5 trucs, mais qui m'ont engagé dans une relation avec lui un peu hors norme, quoi. C'est-à-dire un peu de maître à disciple ou pas du tout? Il m'a appris des choses. En ce sens, oui. Ces choses qu'il m'a apprises, je le sais maintenant, il n'aurait pas pu les apprendre ou je n'aurais pas pu les entendre si quelque chose de l'ordre de l'amour, ou de l'amitié, mais l'amitié est un des degrés de l'amour, ne nous avait pas unis l'un à l'autre. C'est toujours un peu délicat de parler de ces choses-là exactement, parce que pour que quelqu'un puisse apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait autre chose qu'un échange d'informations. Il faut qu'il y ait une connivence, une complicité, une amitié, plus que l'amitié, un amour. Je crois que si vous demandez à Luis, il vous dira qu'il m'aime. Et que moi, je peux en dire autant de lui. Vous pouvez donner un exemple parmi les choses précisément qu'il vous a apprises ou qu'il vous a enseignées à un certain moment? C'est difficile à dire, ça. Ça aussi, on dit que on ne peut apprendre que ce qui est endormi en nous. On n'apprend rien, on réveille. Il m'a appris à me... Mais c'est quelque chose que je faisais un peu sans le savoir, parce que je suis écrivain. Mon conteur, il m'a appris à explorer une partie de mon être qui est la partie sensible, sensitive, le domaine de l'intelligence des sens, une appréhension sensible des choses, une appréhension amoureuse des choses. Et que si on développe cette partie-là de notre être, on sera capable de percevoir beaucoup plus finement les choses. Mais je ne vais pas vous donner les exercices, on ne les donne pas, les exercices.
l'essentiel de l'apprentissage, il ne peut se faire qu'oralement. Et moi qui suis un homme de l'oralité, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Il ne peut se faire qu'oralement parce que des choses passent dans l'échange de paroles, dans l'oralité, et vous verrez, Louis est un formidable conteur, qui deviennent lettres mortes quand c'est écrit dans un livre, voyez-vous? Quelque chose qui est éveillant, qui est bienfaisant, quand c'est dit au moment juste, à la personne juste, mais c'est dit, et qui peut être un poison si n'importe qui le trouve dans un livre. Si on veut transmettre un tout petit peu de cet enseignement à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on va faire? La difficulté, quand dans la transmission, on peut être bien assuré de ce qu'on dit, on peut savoir ce qu'on dit, mais pour savoir ce que l'autre entend, il faut bien le connaître. Et bien se connaître, c'est une fréquentation vivante. Et une fréquentation vivante, c'est pas une fréquentation à travers des livres, c'est une conversation d'individu à individu. Pour conclure cette petite rencontre autour de Louis Sanza, peut-être qu'on peut s'en sortir avec une phrase ou avec un proverbe ou avec un début d'histoire, parce que souvent les contes ou les proverbes ou l'humour laissent justement cet espace d'interprétation et que chacun comprend là où il peut le comprendre. C'est Moulay Nasruddin, vous connaissez Moulay Nasruddin? Oui, c'est le fou des histoires belges du Moyen-Orient, vous voyez, en gros. Et donc, Moulay Nasruddin est un soir, comme ça, en rentrant du café, un voisin qui passe par là le trouve accroupi dans le rond de lumière de l'unique réverbère du village, accroupi à chercher quelque chose apparemment. Et le voisin lui dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et Nasruddin lui dit « Je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés, je peux pas rentrer chez moi. » Et le voisin, bonne âme, s'accroupit à côté de lui pour l'aider à chercher ses clés, puis il trouve pas les clés. Alors le voisin dit à Nasruddin, il lui dit, mais franchement, tu es sûr que tu les as perdues là, tes clés? Parce que si tu les avais perdues là, on les trouverait quand même. Et Nasruddin lui dit, non, je les ai pas perdues là, je les ai perdues dans les buissons, là, derrière les maisons. Mais je cherche là, parce que là, il y a de la lumière. Et là, je me suis dit, nom de Dieu, ça fait 20 ans que je cherche là où il y a de la lumière. Il serait grand temps que je me mette à chercher là où j'ai le plus de chances d'avoir vraiment perdu mes clés. Voilà. Voilà, c'est Louis Sanza qui est en direct avec nous dans Rien n'est joué. Bel hommage, Louis Sanza d'Henri Gougaud, vous êtes d'accord? C'est un bel hommage. Vous savez, j'ai aimé Henri pour une chose très simple. Je ne suis pas un érudite pour faire des examens de la qualité de la pensée de l'autre. Tout ce que j'ai pour pouvoir m'approcher à quelqu'un, c'est mon flair. S'il a de l'épice, j'y vais. Même s'il ne sait rien. S'il n'a pas de l'épice, même s'il sait tout, je m'éloigne. C'est du vin. L'épice, c'est l'amour. On essaye de définir un petit peu cette connaissance que vous avez. On va dire chaman, ça sera plus simple, oui, même plus si simple vous n'avez pas envie. Pour l'auditeur, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le temps pour les chamans? Le temps, d'abord, c'est une entité. Pour les chamans, pour les nahual, on nous enseigne, il m'a enseigné, Don Justino, et Juanita, ne parlons pas. Le temps, c'est une entité extensible et gérable. On peut utiliser le temps accéléré, le temps long, le temps court, le temps solitaire, le temps animé, c'est-à-dire le temps, et c'est une entité avec beaucoup de facettes. Donc, j'ai utilisé un temps accéléré pour ma vie, parce que je ne suis pas éternel, je n'ai pas l'éternité devant moi, donc j'ai demandé un temps accéléré. Donc, je suis devenu, grâce à cette demande, simplement une condensation de mémoire. Mais pas parce que je suis génial, c'est parce que j'ai demandé ça. Et ça, on demande et ça suffit de demander. Mais exactement, il suffit de demander. Et surtout remercier, quand vous demandez, d'avoir déjà reçu tout ce que vous demandez, sans aucune preuve. Louis Sanza, Henri Gougaud a parlé beaucoup de la sensation, du sentir, et vous préconisez ce chemin du sentir. Elle sert à quoi, cette sensation? À oublier la pensée? Pas du tout. C'est à délocaliser la quantité d'énergie qui monte vers le cerveau, le néocortex.
le cerveau, c'est le néocortex, est suralimenté d'énergie. Et cette énergie, si la sensation capte cette énergie, elle la distribue à tout le monde cellulaire, éveillant dans les cellules une mémoire, la mémoire de la cellule. C'est quoi cette mémoire de la cellule? C'est la mémoire minérale, végétale, animale, humaine et divine. C'est-à-dire que les pierres, elles ont de la mémoire. Mais bien sûr qu'ils ont de la mémoire, ils sont en cœur même. Les feuilles sont en mémoire. L'espace, c'est une mémoire. Nous sommes presque, on dirait, que mémoire. J'irai plus loin. Pour moi, Dieu est une mémoire. Sinon, je ne pouvais pas l'avoir nommé. Mais Platon l'a dit. comment on sait que les pierres ont de la mémoire? Mais parce qu'on peut parler avec les pierres. Ça suffit de les tenir dans les creux de la main et les laisser faire. N'est pas obligé, n'est pas forcé. Laissez faire. Et d'un seul coup, vous marchez, une intuition vous traverse. Et vous dites, tiens, j'ai l'intuition que je vais faire ci. C'est la pierre qui commence à se communiquer avec vous. Donc, nous sommes dans un univers phénoménique éminemment vivant et animé. Et nous n'utilisons que la pensée pour observer les choses. Mais nous ne communiquons pas, nous ne parlons pas. Je viens de faire un voyage de l'hôtel jusqu'à chez vous, ici, à la radio. Je me suis régalé mangeant des feuilles pendant le parcours. Parce que Lausanne est merveilleuse dans cette région. C'est le sud, c'est le nord de Lausanne. C'est le sud. C'est le sud, c'est extraordinairement beau. Alors je me régalais, je me gourmandais. Juste en regardant. Je mangeais. En regardant votre regard, Louis Sanza. Oui, seulement avec le regard, vous captez. Simplement regardant et sentant ce que vous regardez. Mais ça prend, ça, non? Mais bien sûr que ça s'apprend. Comme pour jouer au violon, on apprend. Qu'est-ce que c'est l'inconscient pour les chamans? Il y a des inconscients pour les chamans. Il y a un inconscient que c'est freudien, disons. L'inconscient freudien. Un inconscient que c'est simplement des traces, des miasmes de la conscience en formation. Donc, ces miasmes amènent des mémoires de l'enfance, des mémoires qui n'ont pas pu être lavées et retirées du corps et qui contiennent des choses négatives, des toxines. Mais il y a un autre inconscient. Alors ça, c'est l'inconscient, en effet, de la psychanalyse. De la psychanalyse. Ouais, avec maman, l'inceste, le complet. La faute, c'est toujours le bouc émissaire ailleurs, pas en moi. Ça, c'est la psychanalyse a utilisé le bouc émissaire, c'est toujours la faute de l'autre. Non, je suis adulte, je ne peux pas. Si mon père était pas de mon plaisir, mais je vais créer un autre père à l'intérieur. Mais je ne vais pas annuler la notion de mon père, parce qu'il a fait ce qu'il a pu dans l'ignorance de n'importe quel être humain. Je vais les dédouaner de la culpabilité, et je vais créer un autre père à l'intérieur. Et ça, c'est la création que les chamans, enfin, les Nahual, enseignent à créer des mondes et à créer des entités. Donc, vous parlez de la psychologie à l'intérieur de l'inconsciente, il y a un autre inconscient au-dessous de la conscience. Et je vous nommerai des exemples. Bach, Brahms, Mozart, Beethoven, Schumann, Tiepolo, Tiziano, Giotto, Lao Tse, Shakespeare, Balzac. Vous voyez, l'inconscient au-dessous de la conscience, l'inconscience créative. Louis Sanza, qu'est-ce que c'est le grand esprit qui est souvent mentionné chez les chamans? Le grand esprit, c'est formidable la question que vous me posez parce que vous touchez la racine des choses. Le grand esprit, c'est l'esprit du corps. Ce n'est pas l'esprit de la psyché, c'est l'esprit du corps. C'est l'esprit qui s'éveille. L'éveil, il sort de les ténèbres à force d'être sollicité par la sensation pour le sentir, pas pour le ressentir, cher aux psychologues. Le sentir, pas le ressentir. Pas le ressentir. Parce que si je ressens, j'ai fait passer la sensation déjà par ma psyché. Donc, je la dégénère. C'est comme si je regarde une femme et je l'interprète. Je ne regarde plus la femme. Si je le ressens tel qu'il est, tel qu'il se présente, sans l'interpréter, ou bien je meurs, ou bien je tombe amoureux. Il y a de deux.
Alors, la conférence, ça va s'appeler, justement, vous parliez des femmes, parce qu'il y a des femmes chamanes, ça va s'appeler La mystérieuse voix du Nagual, éveil de la femme, donc ce soir à 20h30 à la salle Franck Martin. Ce que j'avais envie de comprendre aussi, Luis Anza, c'est que vous êtes intéressé à beaucoup de cultures. Hein. Vous êtes intéressé à la culture soufie, vous êtes intéressé au bouddhisme, au Veda, vous avez les Védas, donc ces textes indiens. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres, des élèves de Ramakrishna, de Vivekananda, si Rajasananda, si Sivarananda, ça a été une ouverture extraordinaire. Et je les ai posé la question, pourquoi dans l'hindouisme et dans les Védas, il n'y avait pas nommé le féminin. Et alors la réponse que j'ai eue de cet maître Rajasananda, c'était pour que tu la nommes. Alors, c'est pour ça que pourquoi finalement vous êtes revenu? Donc, on a vu tout à l'heure, à 20 ans, vous allez dans les Andes, vous rencontrez cet homme qui garde un temple, mais au fond, qui est votre premier guide sur la voie du chamanisme. Vous y revenez 20 ans, beaucoup plus tard d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que, au-delà de toutes ces cultures, vous choisissez de revenir à la... Il me manquait des choses. Il me manquait des choses qui pour moi sont fondamentales. La première, les sentir, le corps et la femme, le féminin. Non pas que je cherche la femme, mais la notion du féminin. Mais le corps dans le yoga en Inde, il est très présent. Oui, dans le yoga, vous avez l'Hatha Yoga, mais pas le Raja Yoga. Mais le yoga supérieur de Aurobindo. Il n'y a pas de corps. Donc Sri Aurobindo, qui est un philosophe indien. Philosophe connu. J'ai connu des maîtres, des grands penseurs élèves de Aurobindo à Paris. Mais j'ai dit, et votre corps? Vous connaissez votre corps? Et c'est, oui, je connais mon corps. Et pour vous, c'est quoi votre corps? On va rester dans les textes de la Bible, poussière, tu deviens poussière. J'ai dit non, le corps c'est le temple de la vie. Sans le corps, il n'y a ni pensée ni émotion. Alors j'ai dit là, il y a une faille. 2000 ans d'erreur. Et je n'ai pas peur de le dire. 2000 ans d'une énorme évolution psychologique et spirituelle nécessaire. Oui, mais aujourd'hui, on est au 3e millénaire et on peut y aller plus loin. Vous avez l'impression que les civilisations précolombiennes avaient perçu ce rôle du corps? Les Toltecs, oui. Les Olmecs aussi. Les Mayas, ils sont un tout petit peu. Pas les Aztèques, pas les différentes cultures qui sont à Uchi. Les Chimú, Mochica, Tiahuanaco, oui, peut-être. Mais surtout, les Olmecs et les Toltecs, ils sont enfin, ce que j'ai connu. Les Nahual, mais ils savent certaines choses indispensables. Je peux t'enseigner certaines choses fondamentales. Mais le faire avec ton corps, il n'y a que la femme qui peut te l'enseigner. Alors je m'attendais à voir une sage femme, et je me suis trouvé avec une gamine de 22 ans, et j'avais 42 quand je l'ai trouvée, elle s'appelle Doña Juana, Juanita que je l'appelle, une gamine de 22 ans me dit, c'est bien, mais c'est dommage que tu ne sois qu'un homme. C'est pas mal comme accueil, c'est pas mal. Mais pourquoi est-ce que les femmes auraient cette plus grande aptitude à... Pourquoi? Parce qu'elles sont creuses, madame. Parce qu'elles sont creuses. C'est un lieu de résonance, la femme. C'est un lieu d'accueil. L'humanité ne pouvait pas avoir trouvé un meilleur moyen que faire naître la vie chez la femme. C'est merveilleux. La femme est un mystère colossal, mais colossal. Je ne vais pas la résoudre aujourd'hui. Et vous avez l'impression que elle est un mystère et qu'elle a, elle, plus accès au mystère que l'homme. Plus d'accès. D'abord pour beaucoup de choses. Elle est plus proche de la souffrance. Pourquoi? Nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle souffre la solitude. Depuis 2000 ans. Et pas l'homme? Nécessaire. La souffrance de la femme et la solitude de la femme que l'homme ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui m'a étonné beaucoup dans les psychologues. L'homme ne se pose pas la question de la solitude de la femme. Et toute femme a une solitude profonde. Pourquoi? Parce qu'elle donne la vie. Vous voyez, j'ai envie de pleurer, non pas parce que je suis sentimental, c'est que
toute la féminité, tout ce que j'ai reçu des femmes se lève en moi. Elle donne la vie, mais personne ne donne la vie à elle. L'homme ne donne pas la vie. Et vous pensez que c'est la raison pour laquelle... Elle est plus générosité. Elle donne la vie. Et pourquoi elle a été et continue d'être si bafouée aux quatre coins du monde, Luis Anza? Parce que l'homme a peur de sa grandeur, c'est tout. C'est pas parce que l'homme ne méprise la femme, mais l'homme a peur de sa grandeur. Parce que l'homme a peur de la grandeur de la femme, que c'est insaisissable. L'homme échappe au temps, non, la femme échappe au temps et à la raison. L'homme veut la raison, veut les structures, la composition des éléments. La femme, elle vit dedans de tout cela. Je ne veux pas dire que la femme est supérieure. La femme est différente. Bon, il y a un écrivain qui a dit la femme vient de Vénus et l'homme de Mars. Bon, formidable, pourquoi pas. Mais j'ai observé la femme, comme il mange, comme il respire, comme il rit, comme il parle, comme il s'habille, la coquetterie de son corps. Elle ne demande pas la permission d'avoir été à maquiller son visage en Égypte, en Chaldée, en toutes les civilisations. Elle, de son propre essor, sait qu'elle doit décorer son... Elle touche son corps. L'homme se met une petite marcelle, un petit culotte, il s'en va faire des fautines. Louis fait beaucoup l'amour dans la nuit des chamans, hein? Mais quel amour! C'est pas l'amour à la guitare. Il y a plusieurs, encore comme dans les temps, il y a plusieurs niveaux. Souvent, il est avec Inès et apparemment, il se passe des choses torrides dans ce livre. Parce qu'elle m'a sorti beaucoup de l'ignorance aussi, du point de vue de la sexologie, l'approche vis-à-vis de la femme, l'approche sensitive de l'homme. L'homme a imposé à la femme son temps, sa religion, sa sexologie, son mode de faire, sa société. Bon, formidable. Mais aujourd'hui, au 3e millénaire, il faut que la femme s'élève. Non pas pour vaincre l'homme, non pas pour lutter contre l'homme. C'est pour lui donner à l'homme une autre possibilité d'avoir un autre regard sur le monde. Et ça, il faut écouter la femme. Non pas la midinette, je ne parle pas de la femme qui va exciter. Je parle la femme qui contient ça. Mais la midinette, il y a la femme en elle, de toute façon. Oui, il y a la femme, il y a la mère aussi, attention. Ouais. Les deux, ils sont. Mais je ne parle pas que la femme va donner quelque chose d'extraordinaire, mais la femme contient quelque chose de l'amour que seulement elle le sait. C'est Luis Anza avec nous jusqu'à 11h. Merci d'avoir accepté l'émission. Elle n'est pas finie et je continue à dire que vous serez, au cas où des auditeurs arriveraient à l'écoute maintenant, que vous serez ce soir à 20h30 à la salle Franck Martin au Collège Calvin à Genève. For the way you look at me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see.
just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. For me and you. Love was made for me and you. Ça, c'est pour vous, de la part de notre programmateur, Luis Anza. Love, puisque le mot amour est capital dans ce que vous avez à nous transmettre. Inès, qui est dans le livre La nuit des chamans, c'était une femme capitale pour vous. Oui. Elle a été le pont qui m'a permis de rencontrer son père, Don Justino, qui m'a dit, me regardant d'une façon calme, quand je l'ai rencontré, vous allez voir l'importance qu'il donnerait ça dans la conférence, peut-être ce soir, peut-être. Et lui m'a dit, que me regardant, bon, écoute, Luis, bien lavé, on pourra faire quelque chose de toi. Bien lavé. Bien lavé. Ça veut dire des quoi, mots qui touchent. J'ai dit, pardon, je me suis baigné avant de venir. Non, il me disait, bien lavé de tout ce qu'on a mis dans ta mémoire. On t'a donné une version de la vie, dans laquelle il y a la logique, il y a le logos, il y a la raison. Ça, c'est une version, mais il y a un autre aspect. Un autre aspect. Je vais te donner l'autre aspect. C'est comme... Oui. Luis Anza, vous avez l'impression qu'on est prêt à ce changement de comportement aujourd'hui? C'est pas qu'on est prêt, on est obligé parce qu'on est dans une phase, la fin d'une ère et le début d'une autre. Poisson est fini, verso commence. On a 500 années devant nous de technologie. Et ça va balayer toute la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie, va être balayée. Parce que l'homme est obligé de passer, l'individu humain est obligé de passer à un autre stade. La vie n'attend pas l'homme. Comprenez? La planète évolue. On n'est pas à l'époque de Béguine, on n'est pas Louis XIV, on n'est pas à l'époque de Cro-Magnon, on est au 3e millénaire et on avance. La technologie ne va pas s'arrêter, la science non plus. La religion va disparaître. L'art décline. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Avancer. Mais comment? Recréer une autre art, recréer une autre philosophie, recréer une autre forme de vie, recréer une autre et découvrir une autre forme d'être humain. Lydia, vous avez rencontré Mireille Burneau. Voilà, Mireille Burneau qui est psychanalyste, psychologue de l'école de l'analyse transactionnelle. Je ne vais pas vous faire une présentation de l'analyse transactionnelle, mais c'est une manière de travailler la psychothérapie de façon assez mentale dans les concepts. Elle a rencontré Luis Anza il y a à peu près 12 ans et elle nous raconte comment sa pratique de la psychothérapie a été modifiée grâce à cet enseignement, grâce à cette expérience et grâce à cette rencontre avec Luis Anza. Comme on amène tout de suite dans le travail la sensation, le corps, l'histoire personnelle prend beaucoup moins d'importance. Et c'est quelque chose aussi que nous précisons, que nous disons à la personne, votre histoire personnelle, c'est hier, c'est le passé. Vous voulez la ramener ici? C'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est ça, ce monde qui est tellement autrement dans cette thérapie sensitive, c'est que c'est le corps dans sa présence qui est au devant de la scène. Concrètement, ça veut dire que je vais parler moins, je vais moins raconter des choses du passé pendant la séance. On peut entendre des personnes qui arrivent avec tout leur bagage. Moi, j'appelle ça les valises. On arrive avec nos wagons et puis il y a un lieu de nous qui veut se raconter. Et on propose 1 ou 2 exercices à la personne et elle va peut-être le faire pendant la semaine. Et à la séance d'après, elle vient et puis on parle un peu de comment s'est passé l'exercice, qu'est-ce qu'elle a découvert, quelle expérience et tout. Et puis elle a du plaisir peut-être à en parler ou dire là, ce jour-là, j'ai pas réussi, enfin peu importe.
Et puis à la fin de la séance, elle dit « Tiens, mais c'est incroyable. Vous voyez, j'étais venue avec vouloir vous raconter... Et puis, c'est pas du tout ça. Son histoire personnelle, si elles entrent vraiment dans cette rencontre avec elles-mêmes, l'histoire personnelle fond un peu. » Mais comment vous savez que les gens ont guéri? Je ne sais pas si je parlerai de guérison. C'est un mot avec lequel je suis prudente. J'entends ce que ramène la personne. Je perçois aussi les changements que peut vivre cette personne. Il y a vraiment des personnes qui, en quelques séances, c'est pas forcément long, sont complètement étonnées, mais dans le sens d'émerveillées, de dire « mais c'est incroyable, madame, vous vous rendez compte que le fait d'être dans mon corps, d'être dans la présence de mon corps m'amène de la tranquillité. Je suis plus angoissée comme quand je suis venue vous voir il y a 3 semaines. » Et puis tout de suite revient « mais pourquoi ça ?» Je lui dis « mais pourquoi vous vous posez la question? Vous n'y êtes plus. » Voilà. Voilà, c'est grâce à Mireille Burnot d'ailleurs que nous vous rencontrons ce matin. Louise Anza, quelque chose à rajouter, Lydia? Non, c'est un sentiment, c'est-à-dire que je vous écoute, j'ai l'impression que je comprends, enfin je reçois, je perçois, et ailleurs j'ai l'impression que je comprends rien. C'est bien, mais c'est bien parce que alors là, vous pouvez commencer à vivre dans une incertitude sereine. D'accord. Mais c'est ce que vous dites souvent, faut pas chercher à comprendre. Mais nous, ici en Europe, on ne fait que ça, chercher à comprendre. Je sais, mais quand vous avez compris tout, mais alors qu'est-ce que vous allez faire après? C'est horrible. C'est comme si quelqu'un me dit, voilà, j'ai atteint l'horizon. Une fois qu'il atteint l'horizon, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. C'est parce qu'on ne l'atteint pas l'horizon qu'on continue à marcher. En même temps, je me dis qu'il y a des auditeurs à l'écoute qui doivent être un petit peu déboussolés. C'est bien qu'ils viennent me voir. La population qui cherche, qui essaye. On sait qu'il y a toutes sortes de pratiques maintenant sur le marché des thérapies, aussi bien la psychogénéalogie, beaucoup de sectes. La kiné, je sais pas quoi. Enfin, ça se multiplie abondamment. On se penche aussi beaucoup sur la méditation, par exemple, et on sait que Mathieu Ricard, qui était notre invité la semaine dernière, a fait paraître ce livre, L'art de méditer, parce qu'on cherche aussi de ce côté-là, et que le livre est en réimpression, que ce soit en France et en Suisse, donc ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce désarroi qui cherche dans tous les sens? Parce que on cherche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps. Les gens qui ont trouvé la sensation de son corps, ils ont un tel boulot qu'ils ne cherchent plus rien. Quand on commence à sentir la sensation de son corps, et que de peu à peu, par un exercice, 2, 3 exercices, au bout d'une semaine, pas plus de 3 mois. Mais ça paraît tout simple ce que vous nous dites. C'est très simple. C'est facile de... Les jours que la sensation vient à vous, oui. Vous dites, mais mon sang de Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et elle vient à vous 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais par exemple. Par exemple, la sensation de votre corps. Mais de quelle partie de mon corps? C'est trop le corps, tout le corps. Des bras, vos seins, vos bassins, vos fesses, vos jambes. Je m'assieds puis je sens mes bras. C'est une chaleur, une élévation de voltage, de présence sensitive. Vous dites, bon, d'accord. Et d'un seul coup, vous, peu à peu, non pas d'un seul coup, pas en un jour, mais en 3 jours, 4 jours, de simplement sentir la sensation de votre corps, d'un seul coup, vous sentez que votre stress diminue. Votre angoisse diminue, vos préoccupations diminuent. Vous dormez mieux, vous vivez mieux, quand même, il y a quelque chose qui va remplacer les anxiolytiques, déjà, sans aucune médicamentation. Mais si c'était si simple. Mais c'est simple, c'est pour ça que c'est formidable. La carotte râpée qu'on mange à midi, c'est très simple. Comment s'appelle ce chose qu'on fait en Suisse, de la patate? Le rösti. Oui, le rösti, c'est formidable, j'ai mangé hier. C'est simple, mais c'est bon. Vous ne pensez pas aussi, Louis Anza, qu'il y a dans nos recherches, parce qu'on a eu en effet des mystiques chrétiens qui auraient pu nous donner des indications. Oui, hélas. Pourquoi hélas? Parce qu'ils n'ont pas donné. Vous avez dit qu'on aurait pu me donner. Ils n'ont pas donné. Ils ont donné ou on ne les a pas entendus? Non, vous savez, les béguines, ils ont existé. Mais les béguines, hein?
Ils ont été massacrés. Les grands mystiques, ils ont donné Maître Eckhart. Maître Eckhart. Mais c'est trop spirituel, trop plein et d'éthique. C'est trop fort pour son époque, et même pour aujourd'hui. Par contre, la voix du corps a sa propre mystique. C'est l'état de tranquillité totale et un état de relation avec tout. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression, donc dans nos recherches où on tâtonne, on va dans les librairies, on trouve La Nuit des chamans et puis on trouve encore un autre, et puis est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aussi on se dit parce que ça vient d'ailleurs, parce que ça vient d'Inde ou parce que ça vient des civilisations précolombiennes, ça va être bien parce que c'est mystérieux, ésotérique, un peu magique, et que vous, au fond, vous arrivez, on se souvient de Castaneda dans les années 80, ça a fait un tabac. Après, on a réalisé que c'était peut-être un charlatan. Mais en tout cas, il y a cette envie de chercher de l'exotisme aussi, mais exactement. Il faut retourner au corps. Le corps n'a pas d'exotisme. Vous voyez pourquoi je vous dis, c'est vous touchez le point central. Ou bien, on fait l'apologie de l'âme, l'apologie de l'esprit, l'apologie des dieux, l'apologie de ci, de ça. Bon, des ismes, il y a partout. Des sectes, des formes, des livres. Et bon, la méditation transcendantale, ne parlons pas. Bon, tout ça. Mais la vie avec son corps, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas aucun gourou. Vous n'êtes pas un gourou, vous, Louis Sanza. Il n'y a pas de gourou dans la voie du corps. C'est vous, votre propre maître. C'est vous, votre propre élève. Mais on n'y arrive pas tout seul. Mais si. Voyez comment on est enraciné encore pour vous, dévalider ça. Vous arriverez tout seul avec vous, donc jamais seul. Qu'est-ce qui fonde la souffrance, les chamans? La nulle complètement, l'ignore complètement. Mais complètement, la souffrance est une stupidité totale. Mais elle est là. Mais il y a souffrance et souffrance. Mettons la souffrance de l'amour quand vous êtes loin de l'être aimé. C'est une souffrance agréable. Mais je ne parle pas de cette souffrance, je parle de la morbidité. Il y a un livre que je suis en train de lire, je l'ai fermé parce qu'il faut souffrir pour aimer. Il faut souffrir pour si. Non, la souffrance, c'est malheureusement, c'est l'Église qui l'introduit. Vous avez parlé de votre mère qui, au fond, indirectement, la mort de votre mère quand vous avez 12 ans, Louis Sanza, vous a guidé de manière un peu incroyable vers ce savoir. Aujourd'hui, elle est quoi, cette maman, dans votre tête? Mais elle est passée à notre plan. Et à un moment donné, il m'a dit, stop, j'ai plus besoin que tu me nourrisses. Il est passé dans un autre plan, dans une autre réalité. Elle m'a mis au monde, et moi je l'ai aidé à rentrer dans un autre monde. Parce que la mort n'existe pas en tant que disparition. On n'est qu'un changement de conscience. Un autre regard, un autre sentir. Tout ce qu'on sait du point de vue théorique, que ce soit jungien, freudien, chamanisme, tout ça, disparaît. Il reste que votre conscience et votre éveil. Votre éveil vis-à-vis de la nature qu'on appelle l'amour. Bon, changez le nom, dites éveil simplement, éveil vis-à-vis de vous. Je peux vous aimer, mais je peux être éveillé vis-à-vis de vous. Comment je peux? Si je vous aime, c'est une charge. Mais si j'ai un regard vis-à-vis de vous, je ne peux faire autre chose que vous désirez le plus grand bien pour vous, pas pour moi. Louis Sanza, on va se quitter comme ça. On peut prolonger, je le disais, cette rencontre que nous avons à ce micro ce soir à Genève. On peut continuer à vous lire, à vous relire. Et en tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous envoyerai le prochain livre qui va sortir bientôt. J'y compte bien. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau finot malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le
le pauvre petit 27 de Janis Joplin. Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours? Ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est long? Il y a aussi Luis Anza, un atelier qui est organisé le lendemain de la conférence. Je ne le mentionnais pas parce qu'il y a très peu de places restantes, mais je vous le dis quand même. Donc atelier repas de 11h30 à 16h30, samedi 15 novembre, toujours à Genève au Café Papon. Et pour tout renseignement concernant à la fois la conférence et les ateliers, je vous donne un numéro de portable ici, 078 67 42 446. Pour toutes les informations concernant tout ce que nous nous sommes dit ce matin. Merci à toute l'équipe, merci encore Luis Anza, à vous Lydia Gavor, à Jean-Daniel Motet, à Antonin Barre, à Jean-Baptiste Roumans qui a choisi les disques, à Monique Cortési, l'assistante de production. C'est une équipe qui chaque jour essaie de vous offrir une émission. La suite, bien sûr les décodeurs tout à l'heure, mais lundi, nous vous retrouverons après un bon week-end. Rien n'est joué avec Edelweiss.